Président Mohamed Barakat, très cher Président Dr Joseph Corbeil, c'est un plaisir d'être parmi vous aujourd'hui dans ce sommet organisé par l'Union des banques arabes et dont le sujet traite d'une question vitale pour nos économies et qui se tient ici à Paris, une des plus belles villes au monde. Permettez-moi une parenthèse tout d'abord très importante en ce qui me concerne. Permettez-moi d'abord donc de vous assurer que le Liban se maintient malgré tous les obstacles auxquels il fait face. Il est d'importance de relever que durant les 13 dernières années, la moyenne de croissance au Liban était de 4,2%, alors qu'au niveau international, elle n'était que de 2,7%. Sans oublier qu'en 2013, année tumultueuse au niveau sécuritaire et politique, le Liban a pu enregistrer malgré tout une croissance de 1,5%. Ceci ne peut qu'indiquer une résilience économique et financière certaine vis-à-vis des variations environnementales. Aussi, de ce sommet, et pour conforter ceci, je ne peux qu'appeler et exiger qu'une élection présidentielle et que l'élection du président ait lieu le plus tôt possible. De même, permettez-moi de remercier l'Union des banques arabes qui nous a donné l'opportunité de participer à cet événement dont l'importance réside dans la diversité et la qualité des participants, ce qui montre l'engagement des différentes parties prenantes, que ce soit ministres, gouverneurs, directeurs généraux, décideurs, sans oublier bien entendu le secteur privé. Bien entendu, notre but ici est de trouver un moyen pour renforcer notre économie à travers des réformes financières que nous devons entamer et dont les conséquences seront bénéfiques à l'ensemble de la communauté internationale. L'économie mondiale a changé depuis la crise de 2008, la grande récession, qui par le biais de la globalisation a touché une grande partie des économies des nations, surtout les économies développées et émergentes. Parmi les leçons à tirer de cette crise, le danger qui résulte de la taille économique d'un certain nombre de pays dont les échanges commerciaux avec le reste du monde sont très importants. Ce qui entraîne une crise mondiale avec la moindre défaillance au niveau de cette économie. Ceci a été clair durant la crise de 2008, qui s'est traduite par la défaillance de 500 institutions financières aux États-Unis et a entraîné la chute de dizaines de banques à travers le monde. Et vu que la sphère financière ne peut pas être séparée de la sphère économique, chaque crise économique est suivie d'une crise financière. D'où les deux défis majeurs de la sphère financière. Nous, d'un côté, appuyer l'économie dans son développement pour une croissance soutenue et durable. Et de l'autre côté, se protéger contre les répercussions d'une crise économique. Les activités économiques et financières sont devenues de plus en plus entrelacées, au niveau local, régional et international. Ceci nous préoccupe et nous pousse à nous poser des questions sur la durabilité des systèmes économiques et financiers mondiaux. La globalisation et la déréglementation sont-elles un danger ou une opportunité pour le monde? Est-ce que les institutions financières peuvent continuer à fournir des investissements sûrs, surtout avec l'augmentation des méthodes d'intermédiation non traditionnelles et non bancaires, et dans un monde de plus en plus interconnecté? Comment pouvons-nous transformer les systèmes économiques et financiers mondiaux afin que nous récoltions leurs avantages sans être exposés à leurs échecs? Mesdames, Messieurs, dans son rapport datant d'avril 2014,
le Fonds monétaire international parle d'une nouvelle dynamique dans l'économie mondiale, une sorte de reprise qui commence à s'installer dans les économies développées. Mais les finances publiques ne suivent pas, traînent à se rééquilibrer. Et ceci pose un problème essentiel sur la nature des investissements sûrs. Et des craintes persistent et restent à l'ordre du jour concernant la viabilité du système financier. La crise de 2008 a été propagée par le système financier pour toucher toutes les institutions financières ayant des investissements aux États-Unis. Et certains pays ressentent jusqu'aujourd'hui les effets de cette crise, alors que d'autres se sont remis de ses conséquences. D'où l'importance d'une harmonisation et durcissement des réglementations dans le secteur financier, ainsi qu'une normalisation de la politique monétaire, et ceci à l'échelle régionale et mondiale. À ce stade, je voudrais noter l'importance de la régulation et son rôle dans la protection du système financier, en évoquant le cas du Liban, qui, grâce à la politique monétaire, prudentielle et judicieuse suivie par la Banque centrale, a permis d'échapper à la crise financière de 2008. De plus, la crédibilité de cette politique prudentielle avait permis d'augmenter les dépôts et les actifs des banques libanaises. Et par conséquent, le taux de croissance de l'économie libanaise avait enregistré une moyenne de 5% entre 2008 et 2013, affirmant ainsi la stabilité de la monnaie libanaise et la crédibilité de sa politique monétaire. Mesdames, Messieurs, l'économie de nos jours n'est plus celle que nous avons apprise à l'université. Les méthodes utilisées il y a 20 ans ne sont plus applicables en l'état. Et nous devrions adopter des approches plus modernes qui répondent le mieux aux défis de notre époque. Ceci pour dire que les erreurs du passé doivent guider la réglementation des activités financières mondiales de manière équilibrée, permettant d'un côté d'encourager les investissements du secteur privé tout en développant les marchés financiers et d'autre part de sauvegarder l'économie nationale et mondiale à travers, d'un point de vue financier, l'économie a besoin de repenser les frontières du contrôle réglementaire qui s'étendent au-delà de l'intermédiation traditionnelle du secteur bancaire. En outre, afin de soutenir la prise de décisions stratégiques et se préparer pour les inattendus, les réformes dans le secteur financier devraient couvrir les domaines suivants. Améliorer la façon dont le risque est géré dans les institutions financières et banques. Mettre des seuils planchers réglementaires pour la liquidité, qui s'est avéré un élément crucial pour absorber les chocs. Diminuer l'exposition des institutions financières aux dettes souveraines. Diminuer l'effet de levier des institutions financières et banques de façon à garantir la solvabilité à court terme. Renforcer la réglementation dans la manipulation des produits structurés, surtout quand il s'agit de sous-jacents toxiques. 2. D'un point de vue économique, à moins que des réformes économiques et financières fortes ne soient mises en œuvre, la reprise ne suffira pas à elle seule à réduire les taux élevés de chômage de la région du Moyen-Orient et dans les économies développées de manière significative, en particulier parmi les femmes et les jeunes. Un solide programme de réforme économique serait essentiel pour propulser l'activité du secteur privé et la promotion d'une économie plus dynamique, compétitive, axée sur l'innovation et inclusive. À ce stade, je voudrais mentionner l'importance de maîtriser les dettes souveraines qui concurrencent fortement l'accès des sociétés, des entrepreneurs et même des ménages au financement en général.
Un approfondissement de l'intégration commerciale permettrait d'offrir des gains significatifs. En plus des gains et potentiels résultant de la stimulation des exportations, l'intégration commerciale pourrait servir de catalyseur pour les réformes dans d'autres domaines qui aideront les pays en concurrence. Lutter contre les réglementations nationales complexes et onéreuses qui constituent un obstacle pour les affaires, afin de libérer l'activité entrepreneuriale et l'investissement privé et de réduire l'informalité et la corruption. De grands avantages pourraient être tirés du renforcement de l'accès au financement, notamment par les petites et moyennes entreprises, un secteur à la traîne dans les pays moins développés, comparé aux États-Unis et à l'Europe, par exemple. Ceci permettrait une reprise rapide de l'économie, vu la faible inertie de ce type d'entreprise, mais dont la somme est conséquente. Les réformes du marché du travail et de l'éducation permettraient de fournir des incitations au recrutement et à la participation formelle au marché du travail. Une sécurité sociale efficace est nécessaire pour aider à protéger les populations pauvres et vulnérables de manière raisonnable et non coûteuse. Tout simplement une politique sociale non axée sur l'assistanat. Un partenariat, en fin de compte, un partenariat public-privé serait la planche de salut, garantissant une croissance saine et durable et une gestion plus efficace, basée sur une osmose du savoir-faire du secteur privé avec la plateforme que représente le secteur public. Dernier point, de point de vue de la gouvernance, la stabilité politique, la bonne gouvernance, la transparence et les cadres juridiques et institutionnels solides sont essentiels pour renforcer la reprise économique, justifiée par le besoin de rendre le système plus sûr et les investisseurs plus confiants. Enfin, je voudrais préciser que le Liban attache une grande importance à cet événement et je ne peux qu'espérer que cette conférence renforcera la coopération entre les pays dans l'avenir, en particulier avec l'Europe, et fera évoluer les cadres juridiques par le biais de réformes cohérentes et harmonisées à l'échelle mondiale. Finalement, je voudrais exprimer mon plaisir d'être présent parmi vous dans ce sommet patronné par Monsieur le Président de la République française, Monsieur François Hollande, et je tiens à remercier encore une fois l'Union des banques arabes d'avoir accueilli cet événement. Merci.